Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse au bénévolat de compétences. Qu'est-ce que c'est exactement? On va en parler avec Nathalie Aubonnet. Engager et aider les autres. On fera le point avec elle. Elle est la directrice générale de Juridica. Smart et réglo, maîtriser l'entretien professionnel. On en parlera avec une avocate en droit social dans cette rubrique. Et puis dans le cercle RH, on va s'intéresser aux commerciaux. Fini les clichés sur le métier, c'est le commercial 2.0. On fera le point avec des experts. C'est un métier qui se transforme, c'est un secteur en tension. On fera le point dans le cercle RH. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, former les demandeurs d'emploi à l'informatique. On en a parlé sur ce plateau. L'électronisme, on en parlera avec Baptiste Loira, directeur des campus de Nantes, Niort, campus en ligne, DENI, qui est une école, vous l'aurez compris, informatique. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui du mécénat, et non pas du mécénat, parce qu'on le confond d'ailleurs souvent, du bénévolat de compétences, dans l'idée à la fois d'engager ses collaborateurs, mais aussi de donner du sens à l'action que l'on mène. On en parle avec Nathalie Aubonnet. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Juridica. Juridica, alors peut-être vous avez eu affaire à votre service des 300 collaborateurs, c'est une filiale d'AXA. Et c'est la filiale juridique, comme son nom l'indique, d'AXA. Alors, dès qu'on a un litige, une difficulté de tous ordres, évidemment. Et vous avez lancé, alors c'est de ça dont vous nous parlez aujourd'hui, en 2016, un programme de bénévolat de compétences. Racontez-nous, ça a démarré comment et comment ça se déroule ? Alors ce programme, il s'appelle Hells Angels. C'est un programme qui a démarré en 2016, qui est à l'initiative des collaborateurs de Juridica. L'idée, c'était que nos juristes, ils sont là pour accéder aux droits pour tout le monde. Et comme on est une entreprise particulièrement féminine, avec plus de 75% de femmes, et bien naturellement, certains collaborateurs se sont dit on va aider les femmes dans leurs droits. Et le premier droit des femmes, c'est leur intégrité physique. Disposer de leur corps. Exactement. Et donc est née cette idée d'aider juridiquement les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ça démarre en 2016. 2016, exactement. Pour être extrêmement un peu juridique, puisque c'est votre domaine, le bénévolat de compétences, ça veut dire que sur un temps libre, sur un temps de loisir, un hors-travail, on donne du temps. Est-ce que c'est cela ? Alors, plus exactement, les juristes, donc on les appelle les lawyers, qui sont volontaires, font ça en plus de leur quantité de travail habituelle. Et par contre, c'est bien sur les heures de travail. D'accord. Ils font des roulements et puis ils ont une demi-journée par semaine où ils se consacrent à ça, mais en plus de leur travail. C'est-à-dire que depuis 2016, vous avez accompagné combien de femmes ? Alors, c'est plus de 1000 femmes qui ont été accompagnées sur des sujets de violence conjugale. Ça veut dire que dans un premier temps, les associations qui sont en première ligne ont vos références, ont Juridica, et ont un référent, c'est bien cela. Ils l'appellent et mettent en relation directement cette personne en souffrance avec l'un de vos collaborateurs. Ça fonctionne comme ça. Voilà, donc en fait, on a fait des partenariats avec des associations de femmes autour de ces sujets-là. Et effectivement, on les connaît très bien, elles ont nos coordonnées. Et puis, on a créé un numéro de téléphone unique qui fait que sur ce numéro de téléphone, on tombe directement sur notre équipe de bénévoles juristes. Voilà. Ça veut dire que physiquement, les personnes passent par l'association, racontent leurs problèmes au référent associatif qui dit sur le plan juridique, allez chez Juridica. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Elles vont sur place, elles vont dans vos locaux, ça se passe à distance, au téléphone. Est-ce qu'il y a une rencontre avec ces femmes d'un point de vue physique ? Alors tout se passe par téléphone, il n'y a pas de rencontre physique. Donc nos juristes accueillent par téléphone la femme victime. Donc l'accueil, c'est le plus important. C'est déjà, ça commence par l'écoute. Et ensuite, nos équipes vont leur informer de leurs droits, souvent c'est la première étape, et puis leur expliquer les procédures, les accompagner même financièrement dans les procédures, et ensuite pour tout ce qui est d'autres besoins, type relogement ou d'autres actions, nos juristes font le lien avec les fameuses associations partenaires pour qu'elles prennent le relais sur ces sujets-là. Alors on va parler de l'idée que ce bénévolat a essaimé finalement au sein d'AXA, puisque vous l'avez maintenant implémenté aux collaboratrices et à vos clients. Donc ça veut dire qu'en partant d'une initiative du bénévolat de compétences, c'est devenu non pas un programme commercial, mais en tout cas vous l'avez implanté chez AXA, c'est bien cela ?
Exactement. Alors, donc au départ, c'était uniquement des femmes qui nous arrivaient par les associations. Ensuite, on s'est dit, mais on va en faire bénéficier l'ensemble des collaboratrices d'AXA, parce que nous sommes une filiale d'AXA. Donc, toutes les collaboratrices d'AXA peuvent faire appel, évidemment, à ce service. Et là, plus récemment, on s'est dit, mais il faut aussi l'élargir à l'ensemble de nos clientes. Et donc, ce coup-ci, on a créé une garantie à l'intérieur de nos contrats. On s'engage autour des violences. Alors, on a même élargi la sphère familiale, puisque maintenant, c'est toutes les violences intrafamiliales, que ce soit la femme ou les enfants, qui sont souvent concernés. Juste pour être un peu précis, parce que quand on souscrit une assurance, quand on veut prendre cette garantie, c'est donc quoi? C'est dans une assurance corporelle? C'est une assurance de protection juridique. Protection juridique. Voilà, et c'est intégré directement dans le contrat. D'accord. Et ce qui permet d'avoir un numéro référent qu'on peut appeler. Exactement. Pour être précis, parce que c'est des sujets éminemment sensibles, c'est un numéro d'urgence ou c'est un numéro juridique? Alors, c'est un numéro, c'est les deux, c'est un numéro sur lequel soit on tombe sur un juriste, mais il est ouvert 24 heures sur 24, et la nuit, donc aux horaires où les bureaux ne sont pas ouverts, eh bien, c'est une assistante psychologique qui répond. Donc il y a effectivement cette notion d'urgence qui, elle, renverra le dossier lorsque les bureaux vont réouvrir pour enclencher éventuellement quelque chose. En parallèle, souvent, on appelle la police quand même. Enfin, exactement. Et d'ailleurs, c'est sur le message, c'est ce qui est dit, on rappelle les numéros d'urgence. C'est ça, vous n'êtes pas en capacité d'intervenir. La relation avec les collaborateurs, parce que ça, vous êtes la directrice générale, vous menez ce programme depuis 2016. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer? Est-ce que vous avez déjà des tableaux de bord de retour? J'imagine que vous avez peut-être des retours même directs de collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Alors, ce qui est formidable, c'est que cette initiative, elle vient des collaborateurs eux-mêmes et qu'elle dure dans le temps, parce que ce sont eux-mêmes qui s'organisent. On n'a pas une équipe dédiée, ce sont des bénévoles dans toutes les équipes, et puis ils ont leur propre organisation pour faire vivre ce programme, dont ils sont extrêmement fiers. Moi, quand je suis arrivée, alors moi je ne suis pas arrivée en 2016, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, et quand je discutais avec mes collaborateurs, ils m'ont tous dit, mais ce programme, il donne du sens à mon métier. Et c'est ça qui est vraiment formidable. Et donc, ils continuent au fur et à mesure à eux-mêmes l'entretenir et le faire grandir. Vous voulez aller jusqu'où avec cette initiative? Parce que l'idée quand même d'un point de vue juridique, je me tourne vers vous, c'est que les personnes victimes de violences, ces femmes ne viennent pas dans les locaux. Enfin, j'imagine que c'est l'idée de pouvoir séparer, parce que sinon vous allez devenir un centre d'accueil associatif. C'est un peu ça le danger. Voilà, donc nous, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est des juristes qui répondent. Donc leurs compétences, elles sont juridiques. Et parfois, on va un peu au-delà. Donc, je veux dire, il s'installe des choses avec quelqu'un au téléphone. Exactement, parce que de toute manière, ce sont des juristes qui sont volontaires. Ouais, donc à partir de là, il y a un désir quand même. Il faut avoir l'envie et puis la force d'accompagner des situations très difficiles. C'est ce que je voulais vous demander, parce qu'à la fois, elle ne les voit pas, mais souvent, même par téléphone, on voit bien le degré d'urgence, de violence, de souffrance. Je veux dire, elles encaissent, ces femmes et les collaborateurs de Juridica. Ça se gère comment, ça aussi, d'un point de vue psychologique? C'est-à-dire il faut quand même évacuer tout ça? C'est extrêmement difficile. Je pense que c'est pour ça que seuls les volontaires le font. Mais en même temps, c'est ce qui fait la fierté aussi de ça. C'est-à-dire que quand ils ont aidé une femme, ils ressortent de là avec beaucoup de sens dans leur métier. Ça donne des envies aux autres, parce qu'on a bien compris que c'est la base du volontariat, mais qu'on a une rubrique dans Smart Job qui s'appelle la pause café. C'est-à-dire qu'à la cafette, au moment où on s'assoit, on a des échanges sur le sujet. Ça essaime, ça donne envie à d'autres? Oui, tout à fait. Donc, il y a des juristes qui sont particulièrement formés à cette problématique-là, avec des avocats partenaires qui sont spécialisés sur les violences. Et bien évidemment, cette équipe, elle tourne au fur et à mesure. Voilà. Merci Nathalie Aubonnet d'être venue sur notre plateau, directrice générale de Juridica. Il n'y a pas de numéro particulier, puisqu'on l'aura bien compris. Tout ça passe par des associations avec lesquelles vous êtes en partenariat et qui vont flécher. Juste une dernière question qui me traverse à l'instant l'esprit, sur les garanties que vous avez mis en place et sur les collaborateurs outrices et tristes d'AXA. Vous avez déjà des personnes qui ont appelé Juridica? Comment ça se passe? Oui, alors, sur la base de l'anonymat, j'imagine? Oui, alors c'est depuis le début de l'année, là, c'est à peu près 250 dossiers, je crois qu'on a eu à traiter. En plus de ceux qui sont traités par le bénévolat de compétences. Oui. Effectivement, c'est des sujets sérieux qui rentrent donc cette fois-ci dans le cadre des garanties que vous avez mises en place, on est bien d'accord? Tout à fait. En tout cas, pour les clients, pour les collaboratrices, c'est bien encore du bénévolat. Merci Nathalie Aubonnet, directrice générale de Juridica, filiale d'AXA, on l'aura compris, avec des collaborateurs engagés, bénévoles, et qui évidemment s'engagent, parce que c'est vrai que c'est un vrai engagement, j'allais dire physique et psychologique, parce que c'est pas si simple. Merci de nous avoir rendu visite. Tiens, vous n'allez pas être dépaysé, c'est Smart et Réglo, c'est le droit, rien que le droit, chaque semaine avec une avocate. Elle est là dans quelques instants.
Smart et Réglo, notre rubrique juridique, et on parle aujourd'hui de l'entretien professionnel avec Amélie Angèle Dinger. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Avocate en droit social, en droit du travail chez PDGB. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet. D'abord, pourquoi l'entretien professionnel ? Et je voudrais quand même le dire, parce que moi-même, assez souvent, je le confonds avec l'entretien annuel. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, effectivement. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce qu'on arrive dans un contexte où, je pense que tout le monde l'a remarqué, peut-être qu'on n'est pas assez conscient, mais on arrive sur une époque où l'emploi est transformé. On voit l'intelligence artificielle arriver et c'est vrai que l'évolution des postes de travail, des activités des salariés pose question. Et on dispose, en tout cas les RH disposent d'outils comme la formation, mais également l'entretien professionnel qui est là pour faire un point sur l'activité, sur le poste, sur les formations, sur l'évolution finalement de l'activité du salarié. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Effectivement, à ne pas confondre avec l'entretien annuel d'évaluation qui n'est pas un entretien obligatoire, il faut le rappeler, contrairement à l'entretien professionnel, mais qui est là pour évaluer les compétences des salariés en entreprise. Ça, c'est l'entretien annuel. Exactement. Et là, l'entretien professionnel, excusez-moi, on va bien sûr suivre la trame et les questions. Mais on peut négocier son salaire dans l'entretien professionnel ? Alors, l'entretien professionnel, il y a une partie sur l'augmentation, effectivement. L'augmentation, oui et non. Plutôt sur la capacité, est-ce qu'il y a une évolution salariale, une évolution dans l'activité du salarié. Et ça, on va en parler, ça va être le cœur même finalement de cet entretien professionnel. Donc évidemment, il peut être lié à une éventuelle augmentation. Effectivement. Amélie, qui est concerné par ces entretiens professionnels ? Tout le monde. Tout le monde. L'employeur a plusieurs obligations en la matière. La première, c'est dès l'embauche du salarié. Il va être obligé de l'informer que tous les 2 ans, il va y avoir un entretien professionnel. Et donc ça, c'est une clause dans le contrat où lorsqu'on va remettre les documents d'entrée dans l'entreprise, une petite clause qui va dire, voilà, je vous informe que tous les 2 ans, vous allez bénéficier d'un entretien professionnel. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ça, c'est obligatoire. Effectivement. C'est notifié, on le prévient et il doit s'y présenter. Exactement. Et une autre obligation, également sur l'entretien professionnel, lorsque vous avez votre salarié qui va partir en congé d'adoption, en congé maternité par exemple, et bien là également l'employeur doit proposer au salarié à son retour un entretien professionnel pour faire un point sur son évolution professionnelle, ses augmentations salariales, comme on parlait tout à l'heure, les formations, comment il voit finalement concrètement son évolution dans l'entreprise. Alors je vois bien l'aspect légal du fameux article 1225 alinéa 27, puisque c'est de cet article dont vous parlez. Une femme qui rentre de congé maternité, où globalement elle s'est occupée de son enfant, elle a accouché, elle a vécu une vie de maman. C'est bien utile, ça, l'entretien professionnel, parce que globalement, sa carrière, elle n'a pas évolué, puisqu'elle n'a pas travaillé. Oui, mais peut-être que l'évolution, qu'elle a de... C'est ça. Donc elle peut apporter l'idée que peut-être elle aimerait changer. Par exemple, c'est aussi l'occasion d'expliquer que le poste sur lequel elle est lui correspond plus. Enfin, est-ce que c'est un moment où on peut dire ça ? Exactement. C'est là où on fait un point finalement sur l'employabilité, parce que ça c'est aussi une notion importante, la capacité du salarié à exercer l'emploi qu'il a au sein de l'entreprise. Un détail, vous évoquiez l'obligation tous les 2 ans pour l'employeur que vous accompagnez. Le salarié ne s'y présente pas. Il dit, moi, j'en ai rien à faire de cet entretien professionnel. Qu'est-ce qu'il risque ? Alors, c'est intéressant parce que ce qui va se passer, c'est que l'entretien ne va pas se réaliser. Et en fait, la problématique, ça va être plus pour l'employeur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'en plus de cet entretien professionnel tous les 2 ans, il y a un état des lieux depuis la loi du 7 mars 2014 qui est entrée en vigueur. C'est-à-dire que tous les 6 ans, le salarié va avoir un état des lieux récapitulatif pour voir si les entretiens professionnels ont bien été réalisés, s'il a suivi des formations professionnelles, s'il a eu des augmentations salariales. Et à ce moment-là, c'est là où on va poser finalement, est-ce que l'employeur a respecté les entretiens professionnels ? Et j'ai envie de dire, s'il en manque un, le jour venu, si contentieux il y a, le juge va être à même lui de juger si oui ou non l'employeur a respecté ses obligations. Oui, mais là en l'occurrence, c'est dans le cas d'un salarié qui ne se présente pas. Donc il met en difficulté l'employeur sans qu'il y ait possibilité pour l'employeur de sanction. Alors, sans qu'il y ait possibilité de sanction, l'employeur va apporter les éléments qui disent mais attendez, moi j'ai tout fait pour mais il ne s'est pas présenté aux entretiens. Mais après, le salarié a tout intérêt à se présenter à ses entretiens professionnels. S'il veut avoir, progresser. Exactement, tout à fait. Avoir des formations, c'est le moment finalement
où on va pouvoir poser les bases pour l'avenir. Donc c'est un entretien important pour l'évolution de carrière. Comment préparer l'entretien professionnel? On le voit sur Internet, il y a des accompagnements de préparation d'entretien professionnel. Faut-il le préciser, RH en particulier qui font l'entretien, mais le manager, j'imagine. Effectivement. Alors en pratique, on voit les deux. On peut avoir finalement une mixité entre soit le manager, soit le côté RH. Par exemple, dans certaines entreprises, eh bien, on va avoir le manager qui va faire les entretiens tous les 2 ans. Et puis, le service RH qui va faire soit tous les 6 et également, par exemple, au retour de congé. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Donc, le bon niveau, je dirais, pour l'entretien professionnel, c'est quand même le manager qui suit au plus près le collaborateur. Oui. Et pour la question de la préparation, l'idée, ce qu'on conseille, c'est de remettre aux salariés lors de l'entretien, lors de la convocation à l'entretien. Il faut savoir que la loi, il n'y a pas grand-chose dans les textes. En tout cas, l'employeur a une certaine liberté sur ça, et de remettre un document, c'est ce qu'on conseille, on explique finalement qu'est-ce que l'entretien professionnel. Un ordre du jour, quoi. Exactement. Et puis des questions. Qu'est-ce que vous voulez en matière d'évolution professionnelle? Qui précadre déjà l'entretien. Exactement. Est-ce que vous avez eu des certifications, une validation des acquis lorsque vous avez fait telle ou telle formation? Quelle formation vous voudriez suivre pour les prochaines années? Bien sûr. Donc préparer finalement l'entretien en amont pour le jour venu aborder les vrais sujets qui vont me poser question. Au-delà de l'aspect purement juridique que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il faut tous les 6 ans pour apporter un compte-rendu, que l'employeur puisse justifier parfaitement qu'il a bien fait signer le salarié en bas de la feuille de l'entretien du 25 décembre ou du 26, ils sont utiles ou pas aux yeux d'un praticien, c'est-à-dire de quelqu'un qui observe la loi et accompagne des clients, vraiment utile ou pas? Parce que certains disent l'entretien, cet entretien professionnel, c'est un peu une formalité, et ça ne m'a pas fait avancer. Vrai ou faux? Non, c'est à mon sens, c'est un vrai outil RH qui doit vraiment être maîtrisé et utilisé au quotidien, une façon de parler, mais par le service RH. Pourquoi? Parce que ça va permettre de se poser. Ça va permettre de se poser, puisque c'est vrai qu'on exerce l'activité côté salarié. On a, pour certaines petites ou grandes entreprises, des sujets qui arrivent au quotidien au service RH, mais là, c'est vraiment le moment de se poser. C'est le moment de faire un point et d'utiliser finalement, c'est un bilan qui va servir et qu'on va voir au niveau, en tout cas, de la gestion RH, on va voir le parcours du salarié et on va pouvoir finalement, au mieux, apporter des solutions pour garder cette employabilité qui est importante dans l'entreprise. Vous êtes du côté des employeurs. On a compris que votre message aujourd'hui, c'était de donner le conseil aux employeurs de respecter bien ce rythme des 2 ans et des 6 ans qui viennent récapituler. Sur le plan juridique, il risque quoi? Parce qu'on a vu que le salarié, globalement, si j'ai bien compris, il risquait pas grand-chose s'il ne se présentait pas. Côté employeur, hormis le fait que lorsqu'il y a un litige, il faut le justifier, mais qu'est-ce qui risque juridiquement Alors juridiquement, s'il ne respecte pas ses entretiens professionnels tous les 2 ans ou qu'on se rend compte lors de l'état des lieux qu'il manque des éléments sur le sujet, il va falloir qu'il abonde le compte personnel de formation à hauteur de 3 000 € par salarié. D'accord. Donc ça, c'est un risque. S'il ne respecte pas les conditions sine qua non en tout cas quand on fait le checkpoint lors de l'état des lieux récapitulatif, il faut qu'il abonde ce compte personnel de formation. Et s'il ne le fait pas, on va avoir la DRITS, anciennement la Directe, qui va... C'est la préfecture, c'est géré par les préfectures régionales, représentants de l'État. Avant de nous quitter, l'entretien annuel, comme son nom l'indique, il est annuel. Juste, vraiment en quoi il se distingue? Parce qu'il y a des salariés qui disent mais j'ai pas trop vu la différence entre mon entretien annuel et mon entretien professionnel, parce qu'il y a des entreprises qui globalement mélangent un peu les deux et c'est pas clair. Et je pense que vous nous le confirmez. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir. D'une part, l'entretien annuel, c'est quelque chose qui va être prévu dans l'entreprise, qui n'est pas obligatoire. Donc certaines entreprises ne l'ont pas en interne. C'est uniquement pour évaluer les compétences, donc c'est-à-dire on fait un point sur les compétences du salarié, les objectifs qui... Vous reconnaîtrez qu'on est assez proche de l'entretien professionnel, puisqu'on parle aussi des compétences. Alors on veut plus parler dans l'entretien professionnel vraiment sur la carrière du salarié. Sur l'évolution. Enfin, de fait, ça fait appel aux compétences. Les formations. Là, on va plus être sur évaluer les capacités du salarié. Est-ce qu'il a rempli ses objectifs? Quels sont les objectifs qu'on va fixer? Et ça, c'est vraiment propre à chaque entreprise. Là où ce qui diffère vraiment, c'est que l'entretien professionnel, c'est obligatoire.
Là, c'est obligatoire. Tous les 2 ans, on l'aura bien compris. Faites-le consciencieusement et tous les 6 pour le récap, pour avoir un peu le portrait robot ou le parcours du collaborateur dans l'équipe. Merci Amélie Angèle Dinger, avocate en droit social, droit du travail, cabinet PDGB. Vous voyez, j'ai tout dit bien. Parfait. Là, c'est parfait. Merci d'être venu nous rendre visite. À très bientôt pour peut-être une prochaine rubrique Smart et Réglo. On fait une pause, on va parler des commerciaux. Bah oui, c'est vrai que c'est un métier dont on ne parle pas beaucoup et pourtant les entreprises aujourd'hui recrutent ou essaient d'en recruter. C'est un métier qui a évolué. On va essayer de sortir des clichés. C'est le commercial 2.0 parce qu'une partie de la vente avec le Covid, c'est déjà faite très souvent en ligne et le commercial, c'est-à-dire l'humain, arrive seulement après. On va faire le point sur ce nouveau commercial 2.0 avec mes invités juste après la pause. Les commerciaux, on en parle aujourd'hui dans le cercle RH. On va essayer de faire le portrait robot des commerciaux là, du 21e siècle. Pas les clichés, pas l'image d'Épinal qu'on a de ce métier. Le métier s'est transformé, il a évolué. Il y a eu la crise Covid, les commerciaux ne se déplaçaient pas ou ne pouvaient plus bouger. Il a fallu réinventer finalement la manière de vendre des produits. Dieu sait si les entreprises ont besoin aujourd'hui de commerciaux. Ils recrutent et d'ailleurs ils galèrent à recruter. On va en parler avec nos invités. Jean-Pascal Mollet, merci d'être avec nous. Coach, vente, conseil. Vous êtes aujourd'hui formateur, vous avez été bien sûr un commercial, mais vous êtes aujourd'hui formateur, c'est-à-dire écrit sur votre chemise. Et puis ce livre, Achetez-moi, comment tout vendre et se vendre. Voilà, il est avec vous ce livre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Éric Vernier, je parlais du recrutement, c'est important. Vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques semaines, fondateur du cabinet The Best of Human, commercial. Aujourd'hui, vous faites du recrutement de commerciaux, c'est-à-dire aller les chercher, les chasser, j'imagine, puis pouvoir ensuite les accompagner. Tout ça a évolué et vous aviez d'ailleurs une typologie sur les animaux avec le tigre. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis sur ce plateau, Jean Muller, président des dirigeants commerciaux de France, DCF, et directeur général délégué commerce et développement de JC Deco, qui est une bien belle entreprise, parce que JC Deco, c'est l'affichage notamment, mais pas seulement. Et vous avez des équipes, j'imagine, de commerciaux que vous gérez. Vous êtes aujourd'hui directeur commercial. Oui, on peut dire ça. Et vous les gérez. D'abord, un petit mot sur vos métiers il y a 20 ans. Parce que quand vous prenez un verre entre vous, je me suis laissé dire que quand on parlait des commerciaux, c'est comme quand on parlait des journalistes. On dit les journalistes, mais il y a autant de journalistes qu'il y a de secteurs. Il y a des journalistes pépinières, des journalistes moto, des journalistes internationaux, des journalistes spécialisés dans le tricot. Enfin, est-ce que c'est pas un peu la même chose chez vous, les commerciaux? C'est un peu vague de dire les commerciaux, non? Qui veut prendre la parole? Je rebondis puisqu'on est en plein dans la théorie. Vous étiez dans quel secteur, vous, déjà? Moi, j'étais dans les services B2B. D'accord. Et effectivement, vous avez autant de typologies que de métiers, justement, ce que je veux expliquer avec la théorie des fauves, où finalement je chasse moi, mais des chasseurs, les fameux chasseurs, et finalement un chasseur, c'est quoi? C'est comme les journalistes, il y a des journalistes auto, des journalistes moto, des journalistes internationaux, reporters, etc. Et vous avez des commerciaux, services B2B, des commerciaux B2C, etc. Vous vendiez quoi? C'était quoi votre service? Qu'est-ce que vous vendiez? J'ai fait de la prestation de services, notamment de la location, entretien de vêtements professionnels dans un groupe Rentokil Initial. Et puis, j'ai fait aussi de l'IT, également de la distribution automatique. Juste un petit tour de table. Jean-Pascal, avant de devenir formateur, avant de devenir celui qui accompagne les commerciaux pour leur donner des trucs, des conseils, enfin bref, les rendre meilleurs, c'était quoi votre métier? Commercial et encadrement d'équipe commerciale. Moi, j'ai travaillé chez L'Oréal, chez Kenwood, dans le groupe Vivarté. Donc, évidemment, des fonctions commerciales et d'encadrement. Du luxe? Non, j'étais L'Oréal Grande Distribution. Grande Distrib, d'accord. Non, mais et chez vous, avant que vous deveniez un patron, enfin quelqu'un qui gère des équipes, vous avez démarré comme commercial ou pas? Oui, tout à fait, dans l'univers des vins et spiritueux. Mais il y a 20 ans, j'étais déjà dans l'univers des médias et de la communication. Et c'est vrai que le paradigme a totalement changé. On était davantage des vendeurs d'espaces publicitaires il y a 20 ans, mais surtout ce qui a changé, c'est l'environnement concurrentiel. Internet n'existait pas. Donc il y a une complexité, une multiplicité, une intensité concurrentielle qui n'est plus du tout la même. Donc ça veut dire que, et c'est pour ça qu'on va cheminer, les journalistes sont percutés de la même manière. Je ne vais pas filer la métaphore pendant 26 minutes, mais on est percuté par le numérique de la même manière. Des gens écrivent des articles ou font des reportages vidéo sans avoir de carte de presse. Aujourd'hui, les commerciaux sont percutés par le numérique de la même manière. Le client met des avis, va voir les avis consommateurs, donc il n'a plus besoin d'intermédiaire.
pour faire de la vente. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que pendant longtemps, le métier de commercial, c'était celui qui apportait l'information. Ouais. Aujourd'hui, l'information, elle est hyper disponible, nos clients sont hyper informés, et donc le métier s'est beaucoup renforcé en matière d'expertise, puisque l'information est accessible. Mais finalement, ce qu'on peut dire, c'est que nos métiers se sont considérablement enrichis. Et aujourd'hui, œuvrer, s'investir dans nos métiers, c'est apporter un niveau d'expertise bien supérieur à celui qu'il n'était dans Donc de compétences. Absolument, oui. Ben oui. Avec les recruteurs, mais c'est vrai que En upgrade. le niveau d'exigence est bien plus élevé. Et en même temps, on a augmenté la difficulté de toucher l'interlocuteur. Parce que le digital fait que les acheteurs s'auto-informent eux-mêmes et font leur choix en pourcentage très élevé, effectivement. Donc, du coup, ils n'ont plus besoin de rencontrer des commerciaux pour avoir toute l'information. Donc, ils essaient d'éviter de les rencontrer. Donc, le travail du commercial, il passe par le digital pour les rencontrer aussi. Mais Jean-Pascal Mollet, le commercial, moi je le vois encore, le commercial lunettes qui va chez l'opticien avec des grosses valises, il gare sa voiture, il descend des tonnes de valoches, il ouvre. Enfin, il y a encore cette image-là du commercial, c'est-à-dire vraiment, avant on ouvrait la veste pour, parce que c'est un peu l'image du commercial, qui c'est évidemment, qui est un cliché, mais il y a encore ça quand même, la valise, le commercial qui s'est garé, il a mangé le midi dans un petit resto et puis il va chez son client à 14h. C'est encore ça le commercial? Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ans, vous parliez il y a 20 ans, le commercial était un preneur d'ordre. C'est-à-dire qu'il alors, il arrive avec l'information et puis il ouvrait le carnet, le petit carnet, le crayon, là, et puis c'est parti. C'est ça. Ouais. Le commercial preneur d'ordre, aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire que si le commercial se dit je suis là pour prendre des commandes, non. Et c'est ce que disent les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, un commercial doit être un consultant. Il doit avoir cette vision-là et la vision globale de son marché, de sa concurrence, etc. S'il est juste centré sur ses produits pour expliquer le produit, on n'a pas besoin de lui. Et c'est là où la dimension commerciale s'est enrichie. Jean-Pascal, le commerçant fait son mail et envoie j'ai besoin de 30 paquets de trucs, 12 lunettes bidules, il les sélectionne sur Internet et terminé. On est d'accord? Oui, alors c'est l'automatisation. Non, mais il faut tout. Je veux pas tuer le métier. Il faut sortir des caricatures. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans nos métiers, et heureusement d'ailleurs, la capacité à rencontrer ses clients de manière physique. Moi, j'étais avant-hier à Lyon avec mes équipes de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et une grande partie d'entre eux font encore 3, 4, 5 visites par jour et rencontrent dans la réalité des clients et donc utilisent leur voiture. Bon, mais en revanche, vos clients, c'est quoi, des collectivités? Alors non, nous on travaille sur la partie, il y a la partie amont qui est la relation avec les collectivités locales. On a des juridico-commerciaux. C'est ça. Et moi, les équipes que j'anime, c'est des équipes qui sont chargées de commercialiser l'ensemble de nos espaces publicitaires. Des espaces. Parce que le modèle économique de l'entreprise, c'est de fournir des biens et des services à la collectivité. C'est très vertueux puisque c'est financé par la publicité. Donc nos annonceurs, eh bien, ce sont des entreprises locales, régionales, nationales. À l'OJC Deco, j'ai besoin de pouvoir parler de ma boîte. Oui, enfin, en tout cas, nous, notre mission, c'est d'aider nos clients à mieux vendre et de promouvoir leurs produits, leurs services ou leurs innovations. Et ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est qu'effectivement, il y a une tendance qui est à l'automatisation des bons de commande. Et donc, on voit que, alors c'est pas encore le cas dans tous les domaines, mais c'est vrai que le rôle du commercial, c'est plus de prendre des commandes, mais c'est puisque ça, c'est aujourd'hui... le numérique permet une automatisation. C'est d'accompagner effectivement son client et ça change fondamentalement la relation avec le client. Éric Vernier, recruteur, juste un mot, votre philosophie ou votre éthique du tigre, c'est quoi exactement pour qu'on règle cette histoire? C'est quoi être tigre dans votre... parce que vous avez travaillé sur ce sujet. Exactement. Parce que ça revient au débat des compétences et de la transformation des métiers. Et c'est pour ça, puisque nous, on travaille avec différents secteurs d'activité et la prise de commande existe, elle a été beaucoup transformée. Elle a baissé quand même, hein. C'est plus la même. C'est pas le carnet avec le carbone. Non mais voilà. Ça évolue, tout à fait. Alors on va voir moins de clients, on aura des secteurs plus grands, on aura une assistance digitale, etc. Donc je suis en phase avec ce que vous dites. Et néanmoins, je fais la typologie des commerciaux où je travaille notamment pour des fournisseurs à la restauration, type coup de pâte, et ils vont voir les boulangers, pâtissiers. Et s'ils vont pas les voir, ils n'ont pas les commandes. Donc là, il reste encore ce petit espace-là où effectivement, il faut les chercher concrètement, physiquement. Et c'est pas un petit espace, pardon. Hein. Ça fait partie du job. C'est un espace. Les commerciaux ont la responsabilité de la relation client. Alors cette relation, elle a pris différentes formes. Vous parliez de ce qui s'était passé pendant le Covid. Effectivement, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'interagir avec nos clients indépendamment digital, physiquement. Bien sûr. Mais la relation... D'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir l'origine du mot commerce. C'est le latin commercium, qui veut dire l'art de négocier,
l'endroit où s'opèrent les échanges, mais aussi les relations humaines. Exact. Et cette dimension, Elle est nécessaire, je suis d'accord. elle est nécessaire. Ouais, ouais. Et moi, je dis souvent qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, jamais l'intelligence émotionnelle n'a été aussi importante. Ça, c'est évident. Et donc, c'est vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui plaît à nos équipes, et ce qui leur permet de s'épanouir, Ouais, c'est cette cet relation. échange, Ouais. ce partage. Ouais. Alors, il s'est enrichi, mais ça reste toujours une relation et un partage. Éric, terminé. Donc concrètement, vous nous dites, sur ces espaces qui ne sont pas petits, il y a encore cette relation commerciale, il y a encore ce besoin d'échange, parce que le boulanger, sinon, il n'achète pas. Des typologies aussi très différentes. Donc la théorie des fauves, c'est parti du fait que tout le monde, pour définir un commercial, c'était simple sur quelque chose de super compliqué. On disait, c'est simple, il faut un chasseur. Et on appliquait le terme chasseur à tout le monde. Donc je suis allé au bout de ce paradoxe en disant, bon, un chasseur, c'est quoi? C'est un fauve? Ouais, c'est ça, c'est un lion. Et finalement, on me dit oui, c'est ça, c'est ça que je veux. Et en réalité, Je cherche un lion, quoi. Je veux le chasseur. Voilà. Et puis en réalité, déjà, ce sont les lions qui chassent. Le lion, il chasse éventuellement la nuit. Et en réalité, je disais, mais finalement, pourquoi pas un guépard, pourquoi pas un tigre, pourquoi pas une panthère, etc. Et on est pris sur ces paradoxes où finalement, je suis comme Darwin, j'étudie le bon animal dans la bonne place, celui qui sait s'adapter. Et je reviens sur mon pingouin, on en avait parlé, mais le pingouin, vous le mettez dans la savane, et pourtant un pingouin, il parle bien, il présente bien, il est très agile dans l'eau, mais il n'est pas du tout à l'aise sur la savane. Donc le guépard... Il y a un dessin animé, hein, Les As de la Jungle, vous qui suivez ça, Ouais. Les As de la Jungle, il y a un pingouin déguisé en tigre. Non mais je vous donne comme info, ça peut vous aider dans votre storytelling. Ouais, Les As de la Jungle. Et du coup, ce qu'il faut bien analyser, c'est effectivement sur quelle qualité doit-il C'est ça. Il doit Alors, c'est faire quoi, appel à des concrètement qualités et lesquelles. Voilà. Et le fameux tigre, à la limite, regardez ce tigre-là, il va avoir l'art du camouflage, il va avoir la patience. Il va avoir effectivement la capacité à se mouvoir sur différents domaines. Donc là, on est sur un commercial qui est un petit peu plus généraliste, plus haut de gamme, qui sera en B2B. Par rapport au guépard... B2B, c'est-à-dire qu'il sera en relationnel, qu'il sera capable avec les Voilà, pas avec un consommateur on est d'accord. Non, mais Par c'est rapport au important guépard de... que je qualifie de B2C, parce que les guépards, c'est la vente one-shot très rapide. Et c'est le vendeur d'encyclopédie qui passe du dernier étage au premier, tac, tac, je fais la vente tout de suite, et je suis incapable de... Mais ça, excusez-moi, enfin, de durer. Il y en a quasiment plus. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Enfin, quand j'ai commencé à travailler sur... En fait, ça n'existe plus, ça s'est réduit en portions congrues, ça, le fameux vendeur qui met le pied dans la porte. On demande beaucoup. On vous en demande? Oui, et c'est là où je voudrais intervenir sur des secteurs qui sont, par exemple, la vente de portes et fenêtres. Exact. À Ancher, Exact. par exemple. Exact. Vous voyez, ou alors la vente de climatisation auprès des particuliers. Donc là aussi, c'est de la vente, je rentre, je signe. En se méfiant de la vente d'isolation. abusive, hein, si je peux me permettre, hein, parce qu'il y a quelques sujets, Ça existe, ouais. il y a eu Il y a quelques des sociétés tensions. très déontologiques, il y en a qui le sont. Voilà, il y a eu quelques abus parce qu'on poussait un petit peu à la vente. Vous nous dites, il y a un débat. Ouais. À la fois, il y a un marché qui dit, mais moi j'ai quand même besoin de la vente, ma fenêtre, donc j'ai quand même besoin d'une équipe commerciale qui cartonne. Et vous dites, bon, finalement, oui, mais ça se réduit un peu. La vérité est au milieu. En fait, je pense que c'était ce qu'on disait en début d'émission. Il y a effectivement beaucoup de profils de commerciaux et beaucoup de particularités, mais dans la vente en B2B, qui est là aujourd'hui où il y a les enjeux les plus importants, et qui sont des métiers qui finalement sont méconnus. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres possibilités pour toucher le consommateur final que envoyer des escadrilles de forces de vente à faire du porte-à-porte, pour moi, c'est le passé. Mais en tout cas, au sein de DCF, nos adhérents, 2500 partout en France, sont à 99,9% des entreprises de B2B. Et donc, l'enjeu, c'est de vendre à d'autres entreprises. Étude HubSpot, intéressant, qui montre l'évolution. 27% des offres d'emploi pour les commerciaux requièrent des compétences cloud et big data. Donc déjà, ça upgrade quand même ce qu'on attend d'eux. Et actuellement, 39% de son temps de ce commercial est consacré à la vente, 21% à la rédaction d'emails. Et 17 à la saisie de données, 17 à la prospection. Donc on voit que la volet prospection s'est réduit. Et 12 aux réunions, selon cet article. Donc c'est-à-dire, on voit l'évolution. Quand vous avez démarré le métier, on ne vous a jamais parlé de cloud et de data. Enfin, on vous a dit, Coco, non. il faut que tu ailles vendre. J'avais un classeur avec des fiches. On est d'accord. Et montre-nous que tu es capable de faire monter les chiffres. Ça a quand même sacrément évolué. Oui. Alors, et c'est vrai que c'est bizarrement, plus il y a de numérique, et plus il y a besoin d'humains aussi. Et on a vu ce qui s'est passé après le Covid. C'est que, en tous les cas, en termes de formation, toutes les entreprises me disaient, mais on veut plus de distanciel, on veut plus de e-learning, on veut des gens en salle, on veut pouvoir échanger, on veut pouvoir discuter. Exact. Et c'est pour ça que moi, souvent, je dis, le commercial, il doit t'acheter toi avant d'acheter quoi que ce soit. Et s'il ne t'achète pas toi, il n'achètera rien. Et c'est pour ça que moi, je travaille sur la méthode des couleurs, parce qu'il y a ce côté personnel qui est super important à travailler, et encore plus important peut-être qu'avant.
La typologie de ceux que vous rencontrez dans vos salles de formation, puis je demanderai évidemment à Jean Muller la typologie de diplôme, de compétences, parce qu'on voit que le niveau de diplôme a progressé. Avant, c'était un métier où on pouvait démarrer avec rien. C'était d'ailleurs le propre du commercial. Vous êtes d'accord? Oui. On démarrait avec pas grand-chose et puis on pouvait grimper, ce qui n'est plus le cas. C'est quoi les gens que vous avez dans vos salles? C'est quoi la typologie? Des femmes, des jeunes, des hommes? Voilà, c'est quoi le profil, le profil robot? Ça dépend vraiment de l'entreprise. C'est vrai que si on pense aux startups, on va être sur des bac plus 4, bac plus 5, avec des études et un parcours. Après, sur peut-être d'autres entreprises où il y a des commerciaux qui sont là depuis un peu plus longtemps, ça peut être des bac plus 2 ou des bac plus 3. Après, des hommes, des femmes, ça peut dépendre du secteur. Bien sûr. C'est vrai que dans l'industrie, il y a peut-être plus d'hommes que de femmes, mais il y a de tout. Mais excusez-moi, je pose des questions naïves parce que vous êtes des spécialistes. Est-ce que les visiteuses, parce que c'est principalement des femmes visiteuses médicales, sont considérées dans votre corporation, puisque vous la représentez, comme des commerciaux? Alors on n'en a pas, en tout cas au sein de DCF, on n'a pas de laboratoire pharmaceutique. Voilà, ça c'est intéressant. Donc les entreprises. Pas un expert de ce. Non, mais les entreprises que vous avez dans votre DCF, c'est quoi? C'est quelle typologie? Quelles sont celles qui sont les plus consommatrices de commerciaux? Mais aujourd'hui, nos métiers recrutent dans tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, on est le plus gros pourvoyeur de demandes d'emploi. En volume d'emploi, aujourd'hui, les commerciaux, c'est le plus important. Quand on regarde toutes les... On appelle ça force de vente. Voilà, alors effectivement, après, il y a les forces de vente B2C, B2B, mais effectivement, on est les métiers qui recrutent le plus en volume. 2 points. 1, effectivement, les outils ont considérablement évolué. Et ce que vous évoquez, eh bien aujourd'hui, effectivement, sont remplacés par des outils numériques beaucoup plus impactants, en amont d'ailleurs du process de vente, pendant l'entretien de vente, et ensuite pour... rassembler les données qui vont permettre de créer des leads et de rétablir le process de vente. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, il faut un très haut niveau d'expertise dans nos métiers. Donc c'est vrai que dans le passé, on a considéré qu'un bon commercial pouvait tout vendre. Aujourd'hui, on voit que c'est plus du tout le cas, parce que quand on est dans l'univers des nouvelles technologies, il faut des experts. Quand on est dans l'univers de la médecine, il faut des médecins. Quand on est dans l'univers des médias et de la communication, il faut des experts en marketing et en communication. Et pour moi, le premier niveau d'exigence, c'est d'avoir un très haut niveau d'expertise. Donc en fait, je pense que on a, dans le passé, recruté au travers des écoles de commerce. Je pense que demain, et d'ailleurs je milite en cela, c'est qu'il faudra qu'on aille recruter des experts que l'on formera après au process de vente et à la relation client. Parce qu'aujourd'hui, nos clients, ils attendent, les clients en général, attendent des solutions à très forte valeur ajoutée. Oui, et puis, je m'autorise à le redire, encore une fois, je veux sortir des clichés, mais ça reste toujours le cliché, même au cinéma encore, ça disparaît, mais les films des années 90... C'est un peu convenant. C'est exact. On est moi, j'aimerais qu'on arrête d'en parler de tout ça, parce que mais non, si mais on continue à ce que je veux vous dire, c'est que c'est l'image d'Épinal, et vous, votre boulot, c'est de nous dire non. Oui, mais les jeunes, ils veulent plus. Ils connaissent pas, et tant mieux. Donc, ça c'est bon pour la profession. Tournons-nous regardons dans le pare-brise, pas dans le rétroviseur. Oui, je comprends bien. Et toutes ces émissions que beaucoup n'ont pas connues, et tant mieux. Projetons-nous. Et les fonctions commerciales, elles n'ont jamais eu autant d'avenir. Et donc les images du passé. Juste quand même d'un mot, parce que je veux bien ne pas reparler de caméra café, parce que c'est plutôt de ma génération, et je suis entièrement d'accord que tout ça doit partir à la poubelle, parce que c'est autre chose. Fait du mal. Et c'est pas bon pour une profession. En revanche, dans les écoles de commerce, il y a quand même plus de profs de management et de marketing qui ventilent les jeunes à leur dire faites du marketing, du management, faites de la finance. Et j'allais mettre la finance au sommet de la pyramide. Tu vas devenir directeur administratif et financier, mais ne fais pas commercial. Enfin, oui, excusez-moi. Mais ça change. Ça change voilà, parce justement, moi je sors les clichés. Aujourd'hui, les écoles de commerce, les écoles qui se sont rebaptisées écoles de management, viennent nous voir, nous, en nous disant on a des demandes importantes et il faut nous aider. Donc, effectivement, ça change. Et la finance, oui, est toujours attractive, mais aujourd'hui, ce qui intéresse le plus les étudiants, c'est l'entrepreneuriat. Et moi, ce que je leur dis, c'est que dans nos métiers, ils vont être intrapreneurs. Donc, c'est formidable parce qu'ils vont avoir beaucoup d'autonomie, énormément de responsabilités. Et donc, finalement, là aussi, les choses sont en train de bouger. D'ailleurs, c'est une des missions de notre mouvement, c'est d'aller à l'encontre des écoles. Et d'ailleurs, à l'encontre ou à la rencontre? Autorisez-moi. À la rencontre. À la rencontre. À la rencontre, pardon. Ouais. Pardon, vous avez raison. Mais parce que, des écoles. On vient d'évoquer quand même l'agacement des écoles de management. Donc, révélateur. Voilà. Mais en tout cas, les choses, là aussi, sont en train de changer. Et on se fixe une mission au sein de notre mouvement. Et je pense que c'est une exigence qu'on doit avoir quand on s'investit dans nos métiers. Les écoles sont en déficit d'enseignants qui connaissent nos métiers. On est d'accord. Et donc, donc forcément, le fléchage n'est pas bon. Donc nous, ce qu'on a décidé au sein de DCF, c'est de former des directeurs commerciaux, des managers commerciaux pour intervenir dans les écoles. Parce que les écoles nous le demandent aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Éric Vernier,
pour sortir des clichés, ceux que vous recrutez, ils ont quel profil? Parce que vous êtes là les mains dans le moteur. Hein. Vous avez une entreprise qui vous dit, écoute, Eric, moi, il faut que tu ailles le plus vite possible parce que je m'en sors pas. Mes forces de vente avancent pas, mes produits ne se vendent plus. Enfin, globalement, il faut relancer la machine. Votre boulot, c'est de mettre les mains dans le... Quels sont les profils que vous recrutez? Alors, ce qui est demandé le plus fréquemment, c'est de l'opérationnel. Après, on a des niveaux très différents suivant les secteurs d'activité. En IT, on demande vraiment... Oui, ingénieur commercial, là. Grande capacité, effectivement, autant technique... Les commerciaux deviennent tous des ingénieurs commerciaux. Et la deuxième chose, pour aller plus loin sur l'étude HubSpot, c'est inquiétant, mais il y a 55% des acheteurs qui ne font plus confiance aux commerciaux. Donc, il y a des choses qui changent et qu'on doit faire changer. J'ai lu aussi une enquête où, en 2026, 86% des décisions B2B passeront par la data. Donc les commerciaux tels qu'ils sont aujourd'hui, il faut qu'ils évoluent parce que déjà dans 4 ans, ça sera changé. Il faut qu'ils soient formés différemment. Absolument. Oui, effectivement. Mais c'est formidable. On parle d'intelligence situationnelle, c'est ça qui fait la force aujourd'hui. Donc, quand on me demande aujourd'hui, on n'est pas encore sur l'intelligence situationnelle du point de vue de mes acheteurs. Ils sont, eux, sur le plug and play, il faut que ça marche tout de suite. Par contre, à un moment, on n'aura plus en face, on n'aura plus la quantité. Donc, à un moment, il va falloir former, d'où l'intérêt d'être en synergie, effectivement, avec les écoles de commerce pour les amener. Et puis, c'est vrai qu'il y a un intérêt sur l'entrepreneuriat qui est en soi du commerce. Mais en même temps, je suis, moi, fermement convaincu aussi du côté soft skills, mais le côté soft skills par l'intelligence situationnelle. Donc, à un moment... C'est les deux. Je me permets de dire que pour certains secteurs, vous l'évoquez, l'informatique, vous êtes obligé de... ça ne marche pas. On ne peut pas voir que les soft skills. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, vous êtes perdu. C'est-à-dire que si le client en face vous donne 2-3 termes techniques et que vous lui dites, attendez, moi je suis extrêmement bienveillant et sympathique, globalement, vous êtes mort. Il y a un autre impact. C'est que pendant longtemps, parce qu'on parle malheureusement du passé, c'est que le commercial était un solitaire. Or, aujourd'hui, ce sont des équipes projets, parce que les ventes deviennent de plus en plus complexes. Et donc, ce sont des équipes projets qui se mettent en place, face d'ailleurs, chez nos clients, à un nombre d'interlocuteurs qui s'est démultiplié. Et là aussi, on a des équipes achats et des équipes projets. Et donc, là aussi, nos métiers se transforment et s'enrichissent parce qu'ils sont de moins en moins solitaires et font appel à de plus en plus de compétences et des équipes qui se mettent en place. Et le commercial, dans certains environnements, devient un chef d'orchestre qui, finalement, va animer une équipe projet qui va répondre à une équipe chez son client. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît toujours dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît à transmettre? Parce que je veux dire, ça fait quelques années maintenant. 16 ans que je fais ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut être passionné, il faut croire à ce que vous faites. Il faut aussi le transmettre à ceux que vous accompagnez. Qu'est-ce qui vous plaît toujours? Ce qui est passionnant, c'est justement les mutations qu'il y a pu y avoir. Et l'arrivée d'Internet, l'arrivée aussi de ce côté intrapreneur. Et c'est vrai que les commerciaux aujourd'hui doivent travailler sur leur personal branding, et notamment à travers les réseaux sociaux. On l'avait évoqué. Et, voilà, et notamment LinkedIn, parce que c'est le réseau social professionnel sur lequel il faut être. Et c'est là où il y a encore des kilomètres de travail à faire. Pour vous, je donne la parole, Eric, mais Jean-Pascal, vous étiez même venu me faire une démonstration pour prouver que mon LinkedIn, comme je n'arrive pas à le dire, était totalement nul. Bon, je ne l'ai pas encore... J'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Enfin, je ne l'ai pas transformé, mais en tout cas, ce jour-là, vous nous disiez, c'est tellement important de travailler son image, la façon dont on va communiquer sur les réseaux. Et ça, vous dites, ceux que vous croisez dans les salles de formation, ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Ah non, et bizarrement, même les plus jeunes ne le sont pas forcément non plus, même s'ils sont nés là-dedans. Ça, c'est intéressant. Il y a très peu de gens qui travaillent sur leur personal branding. Alors parce qu'ils disent, ah oui, mais moi, j'ai pas envie de communiquer sur mon entreprise. Ah bah oui, mais c'est mon profil à moi. C'est vrai que le profil LinkedIn, c'est un profil personnel. Et je leur dis, tout ce que tu fais, même si c'est au nom de ta marque, tu le fais pour toi. Mais évidemment. Tu le fais pour ton avenir. Et demain, un recruteur, je suppose qu'Eric, il va voir les profils LinkedIn, et s'il recrute un commercial, il va dire, bah tiens, lui, il a l'air de savoir à peu près utiliser son profil, il est clean, il commente, il publie un petit peu, donc déjà, il a cette appétence. Et entre deux profils, il choisira LinkedIn. Je pense. Eric et Jean, allez-y Eric. Je voulais rebondir justement sur ce que disait Jean-Pascal. Le meilleur exemple, c'est j'ai un client qui se reconnaîtra, Philippe Lédé, qui me disait que... Voilà, il s'est reconnu parce que vous l'avez cité. Comme ça, c'est réglé. Automobile, en fait, vendeur automobile, aujourd'hui, ce métier-là a muté. Et il me disait justement que lui, il préfère recruter un commercial qui a beaucoup de contacts sur LinkedIn plutôt que quelqu'un qui va attendre le client dans la succursale. D'accord. Et typiquement, c'est vraiment le modèle. Là, en plus, on est en B2C. Et comme quoi, le métier a changé et que la qualité recherchée demain, ça sera le communicant digital et non pas... Et je m'autorise, puisque je vous donne la parole, Jean, le vendeur de voitures, lui aussi, doit évoluer sur le digital. Et j'ai encore envie de dire sur les soft skills, là directement, parce que c'est du contact client. Sincèrement, c'est là aussi une industrie qui s'est profondément transformée. Oui, c'est vrai. Et il y a des initiatives extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que
je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, mais ce qu'on sait, c'est qu'avant, quand on achetait une voiture, on se rendait de 4 à 5 fois dans la concession. Ouais. Et aujourd'hui, c'est moins de 2 fois. Et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le consommateur, il a eu de l'information en amont, il s'est renseigné, il a un niveau d'expertise. Voilà. Et donc, là aussi, ce qui se développe beaucoup dans les forces de vente automobiles, là aussi, c'est la partie B2B, parce que il faut bien séparer les deux. Et donc aujourd'hui, plus de 50%, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais des ventes de véhicules en France sont faites via les flottes. Et les flottes aujourd'hui, c'est de la vente B2B. Donc là aussi, le niveau d'expertise a augmenté. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. La passion du métier. Il y a le personal branding, mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le social selling. Et donc c'est la capacité qu'ont les réseaux sociaux à nous permettre à la fois de rencontrer des clients ou des prospects, d'échanger, d'interagir avec eux. Bah oui. Et donc tous ces outils, finalement, viennent enrichir le processus de vente. C'est l'article HubSpot, 21 de la rédaction d'email, 17 saisies de données et 17 prospections. Donc c'est quand même intéressant de voir le temps consacré devant l'ordi. Que je voudrais ajouter, c'est que cette révolution numérique qui se poursuit, on est dedans. De mon point de vue, elle facilite et elle rend nos métiers encore plus épanouissants. Parce qu'il y a tout un tas de tâches, vous en avez cité un certain nombre, qui étaient des tâches qui motivaient peu nos équipes. Et c'est normal, parce que quand on demande à nos équipes ce qui leur plaît le plus dans leur métier, c'est de transmettre, c'est de rencontrer, c'est d'apprendre, c'est d'écouter, c'est d'échanger. Et donc toutes ces tâches qui étaient des tâches où effectivement on remplissait tout un tas de documents en amont ou en avant. Du commercial. Exactement. Eh bien, grâce à la numérisation, ça va plus vite. Exactement, ça va beaucoup plus vite et ça permet d'être plus concentré sur finalement le cœur de son métier. C'était le CRM. Moi, quand il y a quelques années, 20 ans, les commerciaux, on devait les obliger à remplir le CRM. C'était une contrainte. Le CRM donc. CRM, Customer Relationship Manager. En fait, c'est la gestion de la base clientèle. D'accord. Et que là, c'était vraiment du flicage. Ils le vivaient comme ça. Pour voir les clients qu'ils ont eus. Exactement. Et aujourd'hui, ces CRM vont évoluer d'autant plus. Et c'est même le CRM qui dit tiens, il faudra penser à aller voir Monsieur Martin, etc. Et aujourd'hui, c'est un argument pour recruter parce que quand aujourd'hui, on se bagarre tous pour attirer les meilleurs talents. Et quand vous avez face à vous des candidats et quand vous êtes une entreprise qui n'a pas un outil CRM, le collaborateur ne s'y engage pas. C'est un outil d'aide évidemment au commercial, ça l'accompagne. On est d'accord, Jean-Pascal. Finalement, le paradigme a été là. Jean Muller, j'ai vraiment envie de devenir commercial parce que vous en parlez avec passion et en tout cas, vous portez haut et fort ce métier dont on ne parle pas assez sur les plateaux de télé, je le concède. Vous en parlez, merci. Et c'est un vrai plaisir. Juste d'un mot, est-ce que vous avez un chiffre comme ça à travers DCF du nombre de recrutements là ? Oui, alors effectivement, grâce à un certain nombre de nos partenaires, on suit ça de très très près, je pense notamment à Adecco. En France, on disait, pendant des années, on a dit il manque 100 000 postes de commerciaux. Depuis la Covid, c'est 150 000. Donc c'est un drame. C'est un drame économique. Parce qu'aujourd'hui, la fonction commerciale est le moteur de la transformation des entreprises et évidemment de leur développement. Il y a un autre élément qui est que aujourd'hui, nos métiers sont beaucoup plus en amont dans la chaîne de valeur des entreprises. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à notre ère, on ne produit quasiment plus que ce qui a été préalablement vendu. C'est-à-dire que le commercial, il est en amont. Et il va co-construire la solution en milieu industriel, dans les services. Et donc, il y a des besoins extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut communiquer réellement et donc positivement sur la transformation de nos métiers, leur enrichissement, parce que nos métiers sont encore mal connus, mais quand les étudiants et les meilleurs talents l'intègrent, ils s'épanouissent et ils évoluent. Donc il faut vraiment qu'on communique positivement. Bon, il y a vraiment de la passion, en tout cas, dans l'idée aussi de transformer les formations. Merci à vous, Éric Vernier, fondateur du cabinet The Best of Human, avec cette théorie qui est très concrète sur les animaux, les chasseurs, et vous les faites évoluer, vos clients, si j'ai bien compris aussi, à chercher le pingouin. On cherche plutôt le lion. Le lion, on cherche plutôt le lion. On évite de mettre le pingouin dans la savane. C'est ça, voilà, on est d'accord. Merci à vous, Jean-Pascal Mollet, avec ce livre « Comment tout vendre et se vendre », les éditions du coach. Et vous êtes formateur, vous accompagnez des équipes, évidemment, de commerciaux. Puis Jean Muller, merci, président des dirigeants commerciaux de France. Il y a un site DCF, vous aviez un document devant vous. Et directeur un nouveau site internet. Et un nouveau site internet pour ceux qui s'intéressent à ce métier. Réseau-dcf.fr. Voilà. Et directeur général délégué commerce et développement de JC Deco. Merci à vous trois. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et c'est tout de suite.
Fenêtre sur l'emploi, la formation des demandeurs d'emploi, ça c'est un sujet important, et en informatique. On l'a vu récemment dans une émission où on parlait d'électronisme, c'est-à-dire des salariés, des demandeurs d'emploi coupés du numérique. Et on en parle avec Baptiste Loira parce que vous êtes le directeur des campus, notamment ceux de Nantes, de Niort, et des campus en ligne, on va en parler en distanciel, d'ENI École informatique. Vous formez très concrètement des demandeurs d'emploi à l'informatique. D'abord, commençons par le début. Au départ, vous les formiez dans des salles de classe, on est bien d'accord, hein? Exactement. Ça a commencé comme ça. Exactement, même dans un garage. Ça a commencé en 1981 sur Nantes, sur des technologies qu'on utilise très peu aujourd'hui. Un poste pour l'ensemble de la promotion. Et puis donc aujourd'hui, effectivement, ça a évolué, 4 campus et puis une activité à distance également. Donc, du présentiel et aujourd'hui du distanciel, pour un public très particulier qui est le public des demandeurs d'emploi, donc qui vous sont, pour être très concret, envoyés par Pôle emploi. Exactement. Alors on a plusieurs publics, hein. On a des publics qui sont en poursuite d'études, on a des informaticiens également expérimentés, mais on a effectivement un partenariat avec le Pôle emploi qui nous permet d'accompagner les demandeurs d'emploi sur une activité 100% à distance, donc sur l'ensemble du territoire, même outre-mer. Alors, pour être très concret, les demandeurs d'emploi, c'est un peu comme les commerciaux. Les commerciaux, il y a une très grande diversité, des personnes éloignées depuis longtemps, des personnes qui viennent d'arriver. Comment ça se passe? Ils sont ventilés par les conseillers et qui leur font cette proposition? C'est la base du volontariat? Comment ça marche? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc les prescripteurs. Donc les prescripteurs aujourd'hui orientent les demandeurs d'emploi qui ont une volonté d'aller dans les métiers numériques. Nous, on a aussi nos propres moyens de communication sur différents salons, sur différentes réunions d'information qu'on organise. On a également des outils comme des découvertes des métiers numériques, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement vaste, les métiers numériques, les métiers de développement, les métiers du système, du réseau, de la sécurité. Et donc on oriente ces personnes-là, et tout l'enjeu il est justement dans la sécurisation des parcours, hein, dans la capacité qu'on a à orienter la personne vers le bon métier, puisque en fonction des personnalités on peut aller vers différents métiers. 5 formations, Baptiste, hein. Vous avez 5 programmes en fait à proposer. C'est ça? On a plusieurs programmes, on a 6 programmes au total, mais dans le cadre du partenariat avec Pôle emploi, on a effectivement 5 programmes avec des formations qui sont de 3 mois jusqu'à 8 mois. Donc assez long. Qui permettent en fonction des profils, en fonction des volontés de chacun, d'aller sur ces métiers. 5 formations, donc financées par l'État, on est d'accord, à 100%. Oui. Quand vous dites 3 mois, 5 mois, c'est tous les jours? On est tous les jours devant l'ordinateur? Exactement, la modalité elle est à distance. C'est retour à l'école quoi. Alors la modalité elle est à distance, donc c'est-à-dire qu'on a digitalisé, on a numérisé l'ensemble de nos contenus de formation, on a digitalisé, on a numérisé toute la partie accompagnement, et la personne finalement avance à son rythme, mais avec des enjeux qui sont d'atteindre des compétences, qui sont qu'à la fin du module, on se fixe un calendrier quand même de formation, mais si la personne a envie de se former de 5h à 13h, elle y va de 5h à 13h, l'idée étant qu'à la fin de la semaine, à la fin du module, les compétences visées soient atteintes. Qu'on soit bien d'accord, hein, il n'y a pas de formateur qui ouvre l'ordinateur en visio comme pour une réunion. C'est vraiment, on a digitalisé, on ouvre sa formation, on écoute le formateur qui est préenregistré, on est bien d'accord. La validation, parce que ça, l'enjeu des formations aujourd'hui, il est là, c'est de se dire j'ai fait une formation pendant 3 mois, puis globalement, à la fin, pchit. Vous, c'est labellisé, certifié, on est d'accord? Exactement. Alors, je reviens sur la première partie, puis je parle de la certification. La première partie, c'est effectivement, on a digitalisé, on a numérisé tous les contenus de formation, tous les supports de formation. Donc là, la personne, à partir d'un portail web, finalement, elle accède à sa formation. Elle est coachée, c'est-à-dire qu'elle a quand même à disposition un formateur exactement qui prend contact avec elle, avec cette personne-là de manière quotidienne pour faire le point. Il y a également des... Pendant la formation ou à côté? Alors pendant la formation, pendant, hein, et un chatbot, il y a quelque chose Chat, et puis également vidéo, échange avec les technologies Teams. L'idée étant qu'on puisse aller plus loin avec les personnes qui sont avec des facilités sur certains modules, qu'on puisse expliquer différemment avec les personnes qui sont en difficulté, qu'on puisse réorganiser par petits groupes, et puis surtout qu'on puisse individualiser la formation. C'est tout l'enjeu. Ces personnes-là vont aller en entreprise. Ces personnes-là, à l'issue de leur formation, vont aller en entreprise. Notre objectif, c'est pas uniquement de former, notre objectif, c'est de les mettre à l'emploi. Exactement. Donc, ce coach-là, ce formateur-là, il va avoir la capacité finalement d'individualiser aussi la formation en fonction du projet de la personne. On sait qu'ils vont rentrer en entreprise, par exemple, qui vont travailler sur des technologies peut-être différentes les unes des autres. Donc, c'est être au plus près des... Exactement, on individualise le programme de formation. Et puis pour la partie certification, c'est effectivement des titres qui sont reconnus par le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi.
Donc là, il y a une certification dans nos locaux. Hein, donc excusez-moi, c'est un peu le diplôme, c'est la validation des acquis, quoi. C'est effectivement, c'est la fin, c'est ce qui vient sanctionner finalement tout le parcours de formation. C'est une soutenance, alors un rapport écrit, puis une soutenance devant un jury de professionnels, de 2 professionnels d'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'ils choisissent un thème de soutenance en informatique. Alors là, ça me paraît pour moi un peu abscon, mais ils choisissent un thème et vont le présenter, donc cette fois-ci à l'oral, j'imagine. Alors ils ont un rapport écrit, une sorte de mini retour d'expérience sur la technologie, sur le sujet qu'ils ont choisi. Et soutenance devant ce jury professionnel. L'oral, c'est compliqué pour certains demandeurs d'emploi, non? Enfin, c'est pas si simple finalement d'avoir ce jury. Enfin, il y a la peur de l'examen, il y a la peur de rater, il y a la peur de pas être bon. Enfin, j'imagine qu'ils ne sont pas sanctionnés sur leur prestation orale ratée, par exemple. Non. Il y a tout un enjeu déjà qui est, tout au long de la formation, je le redis, notre objectif, il est vraiment de sortir du modèle école, il est vraiment d'être là pour accompagner dans l'emploi. Tout au long de la formation, on va être là pour valider l'acquisition des compétences. Ça ne vient pas sanctionner le fait que vous avez l'examen ou vous ne l'avez pas. Par contre, ça vient dire, ok, oui, aujourd'hui, je suis dans la bonne direction, j'ai acquis les compétences. Ou à l'inverse, quelqu'un qui peut être très bon à l'oral, je prends l'inverse de votre propos, très bon à l'oral, très bon communicant, mais qui a peu acquis les compétences, on n'atteint pas l'objectif finalement visé initialement. On est d'accord. Et puis, à l'école, on a quand même un enjeu aujourd'hui qui est de la réussite des titres. Aujourd'hui, on est près de 90% de réussite aux examens, toutes formations confondues. 90% de réussite d'examen, 92% dans l'emploi. C'est ce que je vais vous demander, c'est-à-dire que 90 c'est bien, mais en sortie, c'est-à-dire en placement emploi, ça donne quoi concrètement? 92%. Donc ça veut dire que sur une promo de 100 engagés, vous en avez 92 qui partent en entreprise. Aujourd'hui, on forme tout confondu, présentiel, distanciel, entre 1500 et 1600 personnes par an, c'est tous nos sites confondus. Et effectivement, les chiffres aujourd'hui sont à 92%, donc c'est quand même des taux qui sont, intéressants. Oui, c'est des taux qui sont très très intéressants. Alors, on profite effectivement de tout le secteur du numérique, un secteur attractif, qui est un secteur sur lequel il y a énormément de besoins dans les entreprises, mais on a un élément différenciant, qu'on a un service relation avec l'entreprise aujourd'hui de près de 30 personnes. Donc ce qui est énorme, 30 personnes qui font que ça au quotidien, d'accompagner sur l'alternance, sur la recherche d'alternance, sur la recherche de stage, et même après la formation sur la recherche d'emploi. Donc sur les 92 que vous nous citez en emploi, ce n'est pas uniquement du CDI, CDD, si je comprends bien, c'est dans un premier temps une formation de 3 à 5 mois, faite par ENI, puis une alternance. Ça peut être enchaîné par l'alternance. On a plusieurs formats, ce schéma-là fonctionne très bien, c'est-à-dire des personnes qui font une formation sur 3 à 5 mois, puis qui continuent sur une alternance. C'est ça. Mais on a tout un public aussi aujourd'hui, et ça c'est tout l'enjeu aussi pour les entreprises autour de l'alternance, des publics qui sont issus d'un BTS, d'un DUT, d'une licence, qui viennent chez nous chercher un titre niveau 7, bac plus 5. D'accord, là c'est le niveau dessus. Niveau dessus. Avec une capacité d'individualisation complète du calendrier de formation pour l'entreprise en alternance. Là, les promos, ça se réouvre quand pour ceux qui sont en demandeurs d'emploi? Pour Pôle emploi, ça démarre quand là, vos promos? On a des rentrées tout au long de l'année. Tout au long de l'année, donc c'est au fil de l'eau sur toute l'année. Effectivement. C'est pas la rentrée de septembre, donc vous avez cassé le code de l'école aussi. Exactement. Voilà, on n'attend pas la rentrée de septembre. On peut démarrer en avril, en mai, en juin si on le souhaite. Exactement. Merci Baptiste Loirat d'être venu nous parler très concrètement de ces programmes de formation à destination des demandeurs d'emploi, mais pas seulement. Directeur de campus ENI, École Informatique, présentiel, distanciel. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Lauriane pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous et à très 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 bientôt. Bye bye.